Alors, on va continuer ce cours sur l'électrocinétique. Et je vous rappelle que toutes les vidéos sont disponibles dans la playlist qui est en lien dans la description sur YouTube. Et si jamais vous avez accès à Moodle, vous aurez la liste de toutes les vidéos de ce cours sur Moodle. Donc là, on va parler de quelque chose qui est aussi extrêmement important, puisque ça va servir pour les différentes lois qu'on va voir par la suite. Et c'est la convention générateur-récepteur. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, c'est quelque chose de pas bien compliqué, il faut juste être méthodique et on y arrive tout de suite. Alors, où est-ce que je suis? Je suis là. Donc, on arrive. Ici, on a un schéma avec un générateur idéal de tension. Donc, franchement, c'est un schéma qui ne sert à rien, mais c'est pas mal pour donner les exemples. Donc là, ici, on a trois résistances, deux sur une branche. Et sur une branche en dérivation par rapport à la première branche, on a la troisième qui est toute seule, R3. Donc dans un premier temps, il faut d'abord définir quel est le positif de la source de tension. En général, il sera fourni, ou ce sera vous qui saurez dans quel sens est, où est le pôle positif. Donc là, ici, on va le mettre à droite. On va supposer qu'il est à droite, et puis on va tout faire avec ça. Deuxième point, donc jusque-là, rien de compliqué. Deuxième point, le sens du courant. Donc là, le sens du courant sur une source idéale de tension sort du côté positif. Donc en fait, c'est pour ça qu'on devait savoir où était le pôle positif. Et donc, on a notre courant I, ici, qui va sortir du système. Et on va le faire se propager dans le circuit. Et donc, ce qu'on va avoir, c'est qu'ici, on arrive à ce point-là, là, ici, il va se séparer en deux. Il va se séparer en I1 et en I3. Et en passant ici, on va avoir un courant I2 qui va traverser R2. Voilà, I1 parce que ça traverse R1, I3 parce que ça traverse R3 et I2 parce que ça traverse R2. Et donc après, les deux se rejoignent et tout le monde revient bien gentiment dans la source idéale de tension. Ça, c'est le deuxième truc. Donc là, on met les courants partout, dans toutes les branches qu'on peut avoir, on met le sens. Voilà. Troisième point, et c'est là qu'il va falloir faire attention, et c'est là qu'on va parler de la convention générateur-récepteur. La source idéale de tension, c'est un générateur de tension, et donc elle va avoir le sens de la tension va être dans le même sens que le courant. C'est pour ça, donc on l'appelle toujours E, cette tension, et la flèche de la tension va dans le même sens que la flèche du courant. Donc les deux vont vers la droite. Pour la convention récepteur, ça va être l'inverse. La flèche de tension va aller en sens inverse du courant. Et donc, on va avoir, pour I1, on voit que le courant il va vers la gauche, et bien la flèche de tension sera vers la droite. Pour R2, la flèche de courant I2 va vers la gauche, donc la flèche de tension sera vers la droite. Et pareil pour I3, la flèche de tension va vers la gauche, donc la flèche de courant va vers la gauche, donc la flèche de tension ira vers la droite. Alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que ça va nous permettre d'écrire des équations. Et si jamais on se trompe de sens, et bien bizarrement, on va avoir des erreurs dans les équations qu'on va écrire. Donc c'est pour ça, cette convention générateur-récepteur, il faut bien la maîtriser et il faut bien l'appliquer pour qu'il n'y ait pas de soucis. Donc maintenant on va parler de la loi d'émail. La loi d'émail, hop, je suis allé un peu trop en avance. Donc la loi d'émail, ça va nous permettre d'écrire des équations sur les tensions. Et donc ici, on va se rendre compte que dans ce circuit, il va y avoir plusieurs mailles. Alors on va faire la première maille, qu'on va faire en bleu. Donc c'est cette branche, en fait, on va passer par le générateur, et on va passer sur R1, R2, et on revient au départ. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut partir de n'importe quel point. Donc ici, on va partir du coin gauche. On pourrait partir du coin droit ou en bas, exactement, ça ne change rien. Et on peut aller dans n'importe quel sens, ça donnera toujours la même équation, si jamais on a bien mis les flèches de tension. Et donc là, on ne fait qu'attention qu'aux flèches rouges. Alors, quand on part de ce point-là, on va parcourir la maille en suivant le parcours qui est proposé. Donc la première chose qu'on va obtenir, c'est qu'on va obtenir cette équation-là. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir cette équation-là? Eh bien le plus E, il est pourquoi? Parce que quand on parcourt la maille, ici, on va vers la droite, et la flèche de tension E est dans le même sens que le sens de parcours.
Donc je vais avoir un plus E. Je continue le parcours sur la maille, et là j'arrive à U1. U1, quand je regarde, la flèche est dans le sens inverse à mon sens de parcours. Donc je vais avoir moins U1. Et ensuite on arrive à U2. Et U2, quand on regarde, la flèche le sens de parcours est opposé à la flèche U2. Et donc on a moins U2. Et ensuite on arrive de nouveau au point de départ. Et donc ça fait tout ça qui est égal à 0. Et donc ce qu'on peut écrire, en remodelant, en réutilisant un petit peu l'équation qui est au-dessus, c'est qui est au-dessus, que E est égal à U1 plus U2. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si jamais on part de ce point-là, qui est le même là sur le circuit, quand on a un fil, on suppose que c'est le même potentiel. Et la flèche de tension, E, elle me permet d'aller sur un autre point qui a un autre potentiel, qui est ici, là. Et quand on regarde bien, pour aller de ce potentiel-là à ce potentiel-là, j'ai ma tension E. Et ici, pour aller de ce potentiel-là à ce potentiel-là, il me faut U2 et U1. Donc on retrouverait, une fois qu'on a l'habitude en fait, on retrouve les équations directement. Mais si jamais on a un doute, on repasse par la maille, on écrit bien tout ça, qui est égal à 0, et comme ça, on retrouve l'équation de départ. Il pourrait y avoir une autre maille. Une autre maille, la maille 2, elle qui passe donc par la résistance R3, et donc la tension U3, et qui revient en passant par le générateur E. Donc là, j'applique la même méthode, je regarde le sens du parcours, ici, ma maille, pour U3, je vais dans le même sens que mon sens de parcours, donc je vais avoir plus U3. Je continue, et la prochaine tension que je vois, c'est la tension E. Cette tension E, elle est dans le sens opposé à mon sens de parcours, et donc c'est moins E. Le tout, on est revenu au point de départ, donc le tout est égal à 0. Et si jamais je remanie l'équation, je vais me retrouver avec E qui est égal à U3. Et quand on regarde, ce potentiel-là, donc ça va être le même que ce potentiel qui est de l'autre côté. Et donc pour passer de là à là, ici j'ai U3, et pour passer de là à ce potentiel-là, j'ai la tension E. Donc on retrouve bien E égale U3. Et ensuite j'ai une troisième maille, donc la maille qui passe par R3 et qui revient par R1 et par R2. Et donc là, je vais pouvoir écrire directement la même chose. Je regarde mon sens de parcours. Je vais dans le même sens que U3, donc c'est plus U3. Et ensuite, ma tension suivante, c'est U1, et là, je suis en sens opposé, donc j'ai moins U1. Et là, ici, pour U2, c'est pareil, il y a des sens opposés, donc c'est moins U2. Le tout est égal à 0, et donc je peux écrire que U3 est égal à U1 plus U2. Quand vous regardez, E est égal à U3, donc ici c'est E, et donc j'obtiens E qui est égal à U1 plus U2, c'est exactement la même équation que là, donc au final tout est cohérent dans toutes les mailles, on retrouve exactement la même chose. Donc en tout cas, à quoi ça sert cette loi des mailles? Ça va nous servir, parce qu'il y aura peut-être des fois où on n'aura aucune idée de la tension au niveau d'un composant, et donc ça va nous permettre d'écrire une équation qui nous permettra de découvrir et de déterminer quelle est la tension au niveau d'un composant. Donc c'est vraiment une loi fondamentale, c'est nécessaire de la maîtriser et de la comprendre. On va passer à la loi des nœuds. Donc on récupère toujours le même circuit, et là la loi des nœuds c'est une loi sur les courants. Donc quand on regarde, on va se placer au nœud A, le nœud A il est là, et donc je le redessine ici, et ce que je vais avoir c'est que ce qui arrive ici c'est le courant I qui arrive au-dessus. Et ce courant I, il va être égal à tout ce qui part du nœud A. Donc là, ici, mon courant, il arrive, je vais avoir I d'un côté, et ça va être égal à tout ce qui part du nœud. Et donc, qu'est-ce qui part du nœud? C'est I3, pardon, ici, I3, plus I1. C'est un peu comme de l'eau, si jamais vous arrivez sur un embranchement, voilà, et ben le courant, si jamais il se sépare en deux, il y a un courant qui arrive, et il est égal à la somme des deux courants qui partent. Exactement pareil en électricité. Ensuite, on va pouvoir voir qu'il y a un nœud B ici aussi, et donc je le redessine. Et qu'est-ce qui arrive à ce nœud B? Il va y avoir donc I2, et ici j'ai I3 qui traverse R3 et qui arrive au nœud B. Donc je vais trouver mon I2 et mon I3,
Et tout ça, c'est égal à I. Donc là, on pourra aussi déterminer, vu que quand on a ces deux équations, on va se rendre compte que I1 est égal à I2. C'est normal, puisque le courant dans la branche va être le même. On l'a noté différemment ici, parce qu'au début, faut peut-être se rendre compte de ça. Mais ici, I1 est égal à I2. Ça va être exactement le même courant. Donc la plupart du temps, en tout cas maintenant, on ne mettra plus qu'un seul nom pour le courant. Ça pourrait être I12, par exemple, pour dire que ça passe dans R1 et dans R2, etc. On verra les notations. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que les notations elles soient claires et qu'on ne puisse pas se tromper. Une fois qu'on a vu la loi des mailles et la loi des nœuds, la dernière loi fondamentale qu'on va voir, c'est la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, ça se passe sur les résistances. Donc là, on prend par exemple une résistance R2 qui est traversée par un courant I2 et qui est soumis à une tension U2. Eh bien, on va pouvoir écrire la loi d'Ohm qui nous indique que cette tension U2, c'est égal à la résistance R2 fois le courant I2 qui la traverse. Donc c'est une loi qui permet de lier la tension et l'intensité au travers de la résistance. Alors quand on regarde cette fonction-là, on va se rendre compte que c'est de la forme y égale a fois x, donc c'est une droite. Et j'ai un coefficient multiplicateur ici entre U2 et I2 qui est R2. Donc comment est-ce que ça peut se représenter graphiquement? Parce que moi j'aime bien présenter les choses graphiquement. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'évolution, donc en fonction du temps, de deux grandeurs. L'intensité ici, sur cette échelle-là, en ampères, et la tension ici, en volts, de ce côté-là. Ce qu'on peut voir, c'est que les courbes, en fait, elles sont séparées par un coefficient multiplicateur, et ce coefficient multiplicateur, c'est R2. Donc c'est la résistance. Une autre façon de le voir, c'est si jamais on trace justement la fonction U2 en fonction de I2, et ben en fait on va avoir ça. Donc on a I en abscisse, on a U2 en ordonnée, et donc pour une résistance de 100 ohms, là on aurait cette courbe là. Et là ce qui se passe, c'est que le coefficient directeur, en fait, c'est la résistance qui est donc la résistance qui est soumise à ce courant et à cette tension. Donc ça, c'est un lien, et cette équation, cette loi fondamentale, elle est extrêmement importante, on va beaucoup s'en servir. Donc là, on va arrêter pour cette vidéo-là. La vidéo suivante va parler des résistances équivalentes, donc je vous conseille de la suivre, puisque c'est aussi des notions qui sont extrêmement importantes en électrocinétique. Voilà.